Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, Laurent Debuche, je suis aujourd'hui investisseur partenaire chez 50 Partners et je suis aussi travailleur indépendant et consultant. J'ai passé quelques décennies à essayer de développer des médicaments. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir mes trois panélistes qui vont nous expliquer qu'on est face à une révolution dans le domaine de ce qu'on appelle les NAMS, c'est les New Approach Technologies, avec trois exemples qui sont tout à fait symboliques de ce qui peut se faire pour révolutionner la découverte de médicaments. Alors je vais pas multiplier les paroles parce qu'il ne reste que... Le chronomètre n'a pas démarré. On n'a que 20 minutes et je vais tout de suite donner la parole à Yann qui va présenter son activité et sa société Ictos. Oui, bonjour à tous. Donc je suis Yann Gaston Maté, cofondateur CEO d'Ictos. Ictos est une société qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle appliquée à la découverte de nouveaux candidats médicaments, plus particulièrement dans ce qu'on appelle les petites molécules, qui représentent à peu près plus de la moitié des médicaments R&D aujourd'hui, qui sont essentiellement les médicaments qu'on prend souvent par voie orale, sous forme de comprimés qu'on achète en pharmacie notamment. Et en fait, une petite molécule, c'est une molécule chimique qui est synthétisée par des chimistes. Et l'objectif quand on fait de la découverte de médicaments, c'est d'identifier dans l'espace quasiment infini de toutes les molécules possibles une molécule qui va permettre d'apporter un bénéfice en interagissant avec une protéine, en règle générale, ou une autre cible biologique, de manière à prévenir l'effet délétère de cette protéine dans la maladie qu'on souhaite soigner. Et être capable de trouver cette molécule rapidement, de manière la plus efficace possible, en maximisant le taux de succès, ou plutôt en minimisant le taux d'échec, qui reste aujourd'hui très important, c'est un enjeu considérable qui a fait l'objet d'efforts de développement technologique depuis des années et des années dans l'industrie pharmaceutique. Et l'arrivée de l'intelligence artificielle générative a permis de vraiment faire un saut considérable. Et Ictos fait partie des sociétés pionnières dans ce domaine, avec, en 2016, donc il y a une dizaine d'années maintenant, le développement d'une des premières technologies d'IA générative spécialisées dans la conception, dans la génération automatique de molécules. Et la technologie qu'on a développée a véritablement contribué avec d'autres évidemment, à faire avancer le domaine et donc à faire en sorte qu'on puisse aujourd'hui aller plus rapidement de l'identification d'une cible biologique, donc un mécanisme biologique qu'on veut traiter avec une molécule, à l'identification d'un candidat médicament qui sera adapté pour être administré chez l'homme, chez un patient, pour aller taper sur la cible et ainsi apporter un bénéfice thérapeutique. Et la caractéristique d'Ictos, c'est que en plus de l'approche par IA, donc qui est l'idée d'aller trouver dans l'espace quasiment infini des molécules les molécules les plus intéressantes, un petit peu les pépites, l'aiguille dans la botte de foin, grâce à l'IA générative. En plus de ça, on a construit une plateforme de synthèse automatisée qui fonctionne avec des robots, qui permet d'accélérer également la synthèse, donc la fabrication de ces molécules, de manière à accélérer les cycles itératifs, expérimentaux, parce que les molécules qu'on conçoit par ordinateur, il faut ensuite pouvoir les fabriquer et les tester dans des modèles, sur des cellules, sur des protéines, puis plus tard sur des animaux. Et le plus vite on a à disposition ces molécules pour les tester, le plus vite on a des données supplémentaires qui permettent d'alimenter l'IA et de lui permettre d'être plus intelligente pour aller trouver plus rapidement les bonnes molécules. Merci Yann. Donc une excellente transition entre la molécule et après le tester. Je vais laisser la parole à Cécile de BioHive. Merci Laurent, bonjour à tous. Je suis du coup Cécile, la cofondatrice et CEO de BioHive, une start-up incubée chez 50 depuis 2024. BioHive, c'est vraiment la création de nouveaux modèles de peau fabriqués en laboratoire à partir de simples cheveux. Donc l'idée, c'est de prendre un cheveu de n'importe qui. Je peux prendre un poil ou même directement un cheveu. On va isoler les cellules, les reprogrammer en cellules souches et à partir de là, on peut produire une quantité illimitée de mini-organes de peau spécifiques.
On est capable de le faire à partir de n'importe quoi, modéliser n'importe quel type de pathologie dermatologique, n'importe quel type de peau. Et on apporte justement, nous, cette technologie à la pharma au niveau des stades précliniques, donc à différents stades, donc en early stage, où justement on va modéliser des pathologies, essayer d'identifier des nouvelles cibles thérapeutiques qu'on va ensuite pouvoir tester. On arrive aussi un peu plus tard sur des étapes de screening où là justement Ictos est passé par là par exemple pour créer une nouvelle molécule, la tester sur un modèle qui est non animal, beaucoup plus prédictif que justement les modèles souris ou les modèles porcins qu'on utilise aujourd'hui en dermatologie, et aussi aider à l'aide à la décision sur justement les différents types de molécules, lesquelles sont les plus intéressantes, lesquelles le sont moins, et aussi la stratification de patients, lesquels sont répondeurs et non répondeurs, parce que justement on est capable de modéliser des cohortes directement dans nos laboratoires. Donc ravi de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui. Bon, merci Cécile. Alors, le troisième point qui est vraiment un pilier, c'est la donnée de santé. Comment la structurer, comment l'exploiter. Je vais laisser mon ami Paul discuter et présenter sa société Adeline. Bonjour à tous, merci Laurent, merci 50 Partners pour l'invitation. Donc moi je suis le CEO et le fondateur d'Adeline Science. Je suis toujours très impressionné par les technologies qui sont développées. Nous on a un rôle un peu différent. On se positionne comme un tiers de confiance pour faciliter l'accès à de la donnée de santé de qualité. Et j'appuie vraiment sur cet aspect-là, sur l'aspect de qualité, parce que toutes les données qui sont générées aujourd'hui, que ce soit par les acteurs privés qui développent leur propre programme de recherche, que les acteurs publics qui sont au contact des patients, qui sont au contact des biobanques, génèrent beaucoup de données. Et alors moi, à la base, je suis ni scientifique, ni chercheur, j'étais banquier d'affaires. Donc je connaissais pas ce monde-là il y a 6 ans, et je me suis rendu compte d'une aberration, c'est que le monde de la santé est un système qui doit collaborer. Il y a des liens qui doivent être créés entre les acteurs publics et privés, parce qu'il y a une interdépendance systémique entre les acteurs. Et il y a un frein énorme pour permettre demain l'émergence de la médecine de précision, qui sont portés par des acteurs comme mes camarades. C'est comment avoir accès à de la donnée multi-omique qui va permettre de comprendre les pathologies, qui va permettre de mieux définir quelles molécules il faut développer pour développer de meilleurs médicaments et comment les ramener dans le soin. Et on s'est rendu compte que dans le cadre de la recherche, ces données étaient pas forcément bien structurées, elles n'étaient pas forcément bien partagées, et donc on a créé un modèle de tiers de confiance avec une data platform qu'on déploie localement chez nos partenaires pour les accompagner dans la structuration de leurs données. Et quand on a commencé avec le multi-omique, on s'est dit, en fait, des données multi-omiques, elles sont de qualité, non pas parce qu'elles sont interopérables, elles ont un référentiel, mais parce qu'elles ont besoin de leur contexte médical et scientifique. Et le contexte médical et scientifique est représenté par l'ensemble des métadonnées, l'ensemble des autres modalités de données nécessaires pour comprendre le patient, pour comprendre la pathologie du patient. Et donc ce qu'on est en train de développer, entre autres dans le cadre d'un projet avec le CHU de Montpellier qui s'appelle Alliance Santé IA, c'est comment on apporte une technologie qui part d'un besoin autour des multi-omiques et on intègre les données cliniques, les données d'imagerie, les données de voix, les données de la rétine sur certaines pathologies pour s'assurer qu'on comprend bien les pathologies. Et on arrive à mettre en qualité les données. Une fois qu'on a fait ça, c'est notre plateforme et notre approche partenariale permet de rendre accessibles ces données à tous les acteurs qui en ont besoin. Pas seulement les acteurs académiques, mais également les acteurs privés qui en ont besoin pour accélérer, être plus compétitifs, réduire le coût de leur développement clinique et réduire le risque associé à des pertes d'informations parce que les données ne sont pas de bonne qualité. Donc c'est vraiment notre positionnement. On a ce grand projet qui est une vraie matérialisation. Maintenant, l'enjeu, ça va être de le démontrer, de construire cette plateforme et surtout de créer les liens entre les acteurs. Alors Paul, est-ce que tu pourrais développer un peu sur les enjeux et les défis que tu rencontres dans le développement d'Adeline et comment pénétrer le marché et faire que ces solutions deviennent des solutions qui sont de plus en plus utilisées par les acteurs, et tu les as cités, hein, les pharma, les acteurs de la santé en général. Je pense qu'il y a 2 enjeux pour nous qui sont majeurs. Si on prend la chaîne de valeur, si on commence par les soignants, les chercheurs, il y a un énorme enjeu, non pas technique, mais d'accompagnement au changement, de changement culturel, de pourquoi ils ont besoin, et il y a une nécessité de bien structurer les données, de les mettre en qualité. L'IA générative est un fabuleux outil pour ça, parce qu'ils se rendent compte que si demain ils veulent utiliser des outils d'IA générative souverains, éthiques,
ils vont devoir nourrir leurs propres données dans les IA pour s'assurer qu'il n'y a pas de biais non plus dans les résultats que donne l'IA. Et donc ça, c'est un vrai incentive pour les pousser à bien structurer et à travailler sur la qualité des données. À la fin de la chaîne de valeur, c'est comment on arrive à travailler avec les acteurs pharma et comment on arrive à faire collaborer les différents acteurs académiques et les acteurs pharma au privé. Et là aussi, il y a un sujet culturel, il y a un sujet de transition sur les pas de temps nécessaires pour mettre en œuvre les projets. On voit, on a des discussions avec le CHU de Montpellier et plusieurs pharma où on ne parle pas le même langage. C'est pas les mêmes pas de temps, c'est pas les mêmes enjeux. Faire des rendez-vous pour une pharma en une semaine, c'est long. Pour un hôpital, c'est extrêmement court. Et donc c'est là ce jeu de tiers de confiance qu'on joue, où on essaye de faciliter. Mais plus on va travailler ensemble, plus on va pouvoir accélérer, mieux on va pouvoir se comprendre. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on est interdépendants. Tout le monde a besoin de collaborer pour accélérer et répondre aux enjeux de longévité. Plus on aura accès aux données qui sont dans les hôpitaux, plus on comprendra la façon dont on peut résoudre la longévité. Donc c'est vraiment ces enjeux-là sur lesquels on essaie de travailler. Merci Paul. Alors pour revenir à Ictos, alors je ne vais pas reposer exactement la même question, quels sont les enjeux, mais la société Ictos existe depuis déjà un certain temps. Et Yann, pour toi, où en es-tu dans le développement de ta société et quels sont les principaux obstacles et les perspectives que tu as en tête pour développer Ictos? Oui, donc Ictos est une société qu'on a créée fin 2016, donc ça va bientôt faire 10 ans, même si l'activité a commencé un an plus tard après les premières levées. Pendant pas mal de temps, en fait, on a vécu avec peu de capital parce qu'on a généré pas mal de revenus, d'abord avec des collaborations avec des laboratoires pharmaceutiques qu'on aidait en fait à trouver des meilleures molécules pour leurs projets. Puis avec les ventes de nos logiciels qu'on a développés, qu'on met à disposition, ce sont des logiciels de plateforme SaaS qui intègrent nos technologies d'IA propriétaires. Et puis, il y a quelques années, on a décidé de construire cette plateforme robotique et de faire nous-mêmes de la découverte de médicaments. Et pour ça, forcément, il a fallu lever plus de capitaux. Et on a fait une belle levée de fonds en 2023, donc ça fait 3 ans et demi, auprès de VCs renommés. Et tout l'enjeu maintenant pour nous, comme on a construit cette plateforme, on a investi, c'est de pouvoir trouver des investisseurs qui vont croire dans le projet et remettre de l'argent, parce qu'on est sur un jeu qui est un jeu à plus moyen long terme, qui nécessite plus de capitaux, et les revenus qu'aujourd'hui la société est capable de générer avec son activité ne sont pas suffisants pour financer les investissements qu'elle doit faire pour continuer son aventure. Donc c'est vraiment le gros enjeu, particulièrement complexe en France, en Europe, et en particulier dans le contexte actuel, c'est le financement. Alors il se trouve qu'on a fait récemment de très 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 beaux accords de collaboration, notamment un contrat avec Servier qu'on a annoncé en début d'année, où Servier en fait nous a confié 4 programmes de recherche de nouveaux médicaments sur des cibles qui sont des cibles de fort intérêt pour eux, pour lesquelles ils pensaient qu'on ferait un meilleur travail grâce à notre plateforme technologique. Et c'est un contrat où on a pu annoncer une valeur totale supérieure à 1 milliard d'euros en ce qu'on appelle en milestone fees. Mais bien évidemment, dans ce genre de contrat, on touche au début une toute petite fraction de ces fees, et on touchera les gros montants que dans plusieurs années, si tout a bien marché, s'il n'y a pas eu d'anicroche. Et en attendant, même si ce genre de contrat, ça aide financièrement, ça ne résout pas tous les problèmes de financement. Et donc, voilà, trouver des nouveaux investisseurs, c'est vraiment la clé. Et on avance bien dans le bouclage de notre tour de série B, mais s'il y a dans cette salle des investisseurs intéressés à investir dans Ictos, n'hésitez pas à faire signe. Alors, je ne vais pas dire à l'opposé, mais à un stade beaucoup plus jeune, on a BioHive qui, à mon avis, est confronté à d'autres enjeux et d'autres défis. Oui, merci Laurent pour cette question. Oui, en effet, chez BioHive, nous, on est une société qui a 3 ans. On a fini notre première levée de fonds il y a quelques mois. On est en pleine structuration. On a commencé aussi par le marché cosmétique, qui est un marché aussi beaucoup plus accessible, où forcément les paniers moyens sont aussi inférieurs, mais on va pouvoir aller chercher beaucoup plus de masse. Ça a été un bon entraînement pour nous, ça nous a permis de générer justement pas mal de data qu'il faut toujours comme tu l'as bien souligné, ranger, trier et annoter de manière la plus efficace possible pour justement tirer un maximum de valeur de ces datas-là.
On lance donc on finalise notre premier projet sur la dermatite atopique, l'eczéma avec Sanofi. Et là, le sujet, c'est justement d'aller chercher d'autres formats, de continuer à avancer. On a lancé une étude de marché qui nous montre que pour l'instant, on n'a pas besoin d'une présence aux États-Unis pour commencer à travailler avec ces big pharma sur des contrats qui peuvent être importants. La réalité, c'est que si on veut pérenniser ensuite et monter à l'échelle automatisée, ça va aussi demander beaucoup d'argent, donc ça tu l'as bien souligné Yann. Et justement c'est des gros sujets de financement pour monter à l'échelle et passer à l'échelle internationale, où justement le marché pharma est plutôt international que pro-français, je pense que tout le monde le sait dans la salle aujourd'hui. Mais du coup ça engendre de gros défis à la fois de financement, d'évangélisation des nouvelles technologies. Tout le monde sait aujourd'hui, pour BioHive en tout cas, que les modèles animaux ça ne permet pas de créer de nouveaux médicaments. Faut-il encore avoir des alternatives, faire comprendre le bénéfice de ces alternatives. Les pharma le comprennent bien, les réglementaires un petit peu moins, donc faut jouer avec ça. Et en parallèle le financement, donc c'est un peu la marche de l'équilibriste, mais jusqu'ici nous on s'en sort pas trop mal, on espère que ça restera comme ça. Merci Cécile. Alors, moi j'ai entendu dans vos trois discours une dépendance extrême au pharma. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de travailler davantage entre tech bio pour réussir alors je ne vais pas dire à être indépendant des pharma, mais peut-être être capable de manière beaucoup plus autonome, sans être dépendant de stratégies de big pharma? Et je sais ce que c'est. Et d'ailleurs, je vous aide un peu tous les trois pour vous faire comprendre la complexité des pharma. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens de vous faire travailler davantage ensemble au niveau des NAMS pour développer vous-même au moins des outils ou des nouveaux médicaments qui, in fine, seront développés potentiellement par des pharma, mais être beaucoup plus autonomes? Paul. Alors, je rejoins complètement. Et on commence. Nous, de notre côté, on voit que la célérité, la réactivité des tech bio est beaucoup plus importante. Et on voit qu'on peut apporter une brique tellement importante dans leur développement que les choses vont beaucoup plus vite. Ce n'est pas les mêmes montants, évidemment. Mais nous, très rapidement, dans la création d'Adeline, on a eu comme partenaire Oracle Oncology, qui fait aussi des organoïdes. On est en partenariat avec White Lab Genomics sur un programme avec l'Institut de la Vision. Donc c'est un marché, effectivement, et c'est des partenaires qui sont très importants parce que finalement, on a un peu les mêmes contraintes de rapidité et on parle le même langage. Maintenant, l'un de nos enjeux, ça va être le passage à l'échelle. Parce qu'on ne peut pas démultiplier des projets de petite taille, et donc il faut qu'on arrive à démontrer, et qu'ensuite on crée la confiance pour des projets de plus grande ampleur, puissent accélérer la relation avec les pharma, et peut-être aller directement avec les pharma, viendrait dans un deuxième temps. Oui, d'autant plus que dans les pharma, il y a un modèle qui se développe de plus en plus, alors c'est pas toutes les pharma, à quasiment outsourcer au maximum l'après-clinique. Et c'est dans ce cadre-là, et Yann, on a donné un exemple sur le développement de molécules pour Servier, en particulier sur 4 projets, c'est dans ce cadre-là qu'il y a peut-être des synergies à trouver entre guillemets, les sociétés comme les votes et Tech Bio qui sont dans les NAMS pour réussir à être autonome. De ton côté, à Ictos, est-ce qu'il y a cette volonté d'être complètement, et je sais qu'elle existe, mais quels sont les enjeux pour devenir plus autonome, pour développer les propres médicaments d'Ictos? Oui, donc en fait, nous, on a commencé par l'intelligence artificielle, par le monde du digital. Ensuite, on a compris que pour avoir plus d'impact, il fallait être capable d'être présent au niveau du laboratoire et de la chimie. Et on a développé cette plateforme automatisée pour fabriquer nous-mêmes nos propres molécules. Et ensuite, on a décidé d'acquérir notre propre plateforme, notre propre laboratoire de biologie pour être en mesure de tester nous-mêmes les molécules qu'on fabrique et pour avoir une plateforme vraiment complètement intégrée. Et donc ça nous amène vraiment à cette idée d'être capable de maîtriser les cycles itératifs de la conception, synthèse et test des molécules qui sont au cœur en fait du processus de découverte du médicament. Mais néanmoins, on ne peut pas tout faire tout seul. Il y a de nombreux tests biologiques qui sont nécessaires à réaliser dans le cadre des projets de découverte de médicaments, qui sont maîtrisés uniquement par des prestataires de services qu'on appelle les CRO. Donc on travaille beaucoup avec des CRO françaises comme Novalix par exemple à Strasbourg, qui est une excellente société.
Et évidemment, des technologies telles que celles développées par BioHive, c'est vraiment des choses intéressantes pour apporter, pour le coup, des éclairages particuliers et apporter plus de valeur, plus d'intelligence en ce qui concerne la compréhension des mécanismes biologiques sur lesquels on va intervenir avec de nouvelles molécules. Et ça fait complètement du sens d'imaginer des alliances et des partenariats entre une société comme nous qui est vraiment focalisée sur un objectif découverte de molécules, et puis des sociétés qui elles, s'intéressent plus à la biologie. Il y en a qui font plus de la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques, et il y en a d'autres qui vont travailler plutôt sur l'éclairage, qu'est-ce qui se passe dans les cellules, la sélection des meilleurs patients. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes pour apporter de la valeur à ce qu'on appelle un package de candidats médicaments qu'on pourra ensuite soit... Après, il faut le vendre parce que ça coûte tellement d'argent de développer un médicament. Une société comme la nôtre, à un moment donné, va dire « Ok, je m'arrête là, j'ai fait mon boulot, je vais trouver un partenaire ou un client. » Et le partenaire ou le client, c'est soit des fonds d'investissement en biotech qui vont dire « J'adore ce projet d'argent, j'adore cette molécule, je vais investir dedans. » Ou c'est des big pharma ou c'est des mid-size pharma qui vont acheter la molécule pour la développer. Merci à vous trois. On est arrivé au terme de ces 20 minutes. Et évidemment, dans la session networking, vous aurez toute liberté d'interagir avec Paul, Cécile et Yann sur les sujets qu'on a abordés. Merci. Merci. Au revoir.